Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et on commence avec cette nouvelle où le président Abdel Fattah el-Sisi a suivi les activités du Fonds des donneurs des martyrs au cours de la dernière période, les avantages et les services qu'il fournit au profil des bénéficiaires en coordination avec toutes les instances de l'État. Ceci est intervenu aujourd'hui lors de la réunion du président avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, le conseiller du président de la République pour les affaires financières, le général Mohamed Amin et le PDG du Fonds d'honneur des martyrs, le général Al-Sayed Al-Ghali. Le porte-parole de la présidence a indiqué que la réunion avait discuté de l'indemnisation des familles des martyrs, du développement des programmes du fonds ainsi que du développement de ses ressources. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio M. Amr Az-Zuhairi. Vous êtes journaliste, bonsoir. Journaliste et chercheur. Alors, concernant ce fonds, comment vous voyez cette initiative de la part... Cette initiative est très appréciée et elle est... en réalité, tous les Égyptiens, ils sont redevables aux familles de martyrs parce que ces martyrs, ils sont sacrifiés pour l'ensemble de la population égyptienne. Donc l'ensemble de la population égyptienne est redevable pour eux, pour soutenir ces familles dans leur combat quotidien, au quotidien, et pour marquer l'importance des actes qui ont été faits et les sacrifices qui ont été faites par ces martyrs. Oui, très bien. C'est une sorte ou bien un signe de gratitude envers les martyrs et leurs familles. Oui, très bien. Je passe à un autre sujet. C'est concernant les premiers avions transportant des touristes en provenance de Russie ont atterri aujourd'hui à Hurghada et à Sharm el-Sheikh dans le sud de l'Égypte, près de 6 ans après l'interdiction des vols entre Moscou et les stations balnéaires égyptiennes, une interdiction mise en place à la suite d'un attentat dans le Sinaï. Alors, voilà, c'était des images pour l'arrivée des premiers vols russes. Quelle est l'importance de ce retour des vols? C'est un retour en fait, la mer Rouge et donc le Sinaï, donc le sud du Sinaï, sont une destination privilégiée des touristes russes. Et en réalité, avant l'accident qui a causé l'interruption de ces relations historiques, les tourismes russes constituaient à peu près 30% de l'ensemble du tourisme qui est venu en Égypte. Et cela démontre cet intérêt et en même temps c'est un retour qui pourrait encourager les autres pays, notamment ceux qui détiennent des consulats ou des corps diplomatiques à Hurghada ou dans les stations balnéaires égyptiennes, pour reprendre les vols et retourner à un tourisme à son niveau normal en Égypte. Et le ministère du Tourisme, il a fait beaucoup d'efforts pour réaliser cela, au niveau des aéroports, au niveau de tous les moyens et les mesures qu'ils ont faites pour homologuer la Covid et le problème sanitaire qui existe dans le monde et le rendre sans effet négatif pour une reprise gagnante pour le tourisme en Égypte. Bien sûr. Oui. Est-ce que ça va encourager d'autres pays de faire la même initiative, d'envoyer des charters vers... Je pense sans doute, et c'est normal, avec une qualité exceptionnelle, parce que récemment j'ai appris qu'il y avait des consignes de garder pour le tourisme qui a été les 2 dernières années, depuis la crise,
une limite pour l'occupation des hôtels de 30%, et puis c'était à 50%, et puis grâce à l'affluence, ça pourrait se rehausser vers 70%. Donc il y a un privilège pour la qualité plus que la quantité. C'est un petit tourisme de masse, mais qui se base sur la qualité des touristes qui est venant notamment de Russie. Aujourd'hui, on a vu l'arrivée d'un avion qui constitue à peu près un village, 500 passagers à peu près, donc c'est un bon retour pour le tourisme. Et comme le ministère du Tourisme a bien travaillé en ce temps-là, a pu bâtir des musées. Ainsi, ce ne serait pas uniquement du tourisme de visite des stations balnéaires, mais aussi un tourisme également culturel, du niveau de donner une image entière et complète sur l'Égypte pour tout touriste qui vient. Est-ce que toutes les mesures sanitaires sont entreprises par le gouvernement égyptien? Oui, avec beaucoup de rigueur et avec grande qualité. Concernant les vaccins, les dépistages. Les vaccins, les dépistages, etc. Au niveau également de qualité hôtelière, elle-même, au niveau des chambres, au niveau des restos surtout, des cafés, etc. Dans l'ensemble de ce qui est le tourisme, aujourd'hui, l'Égypte était un pays professionnellement reconnu d'être un des meilleurs pays touristiques au monde. Et avec les mesures qui ont été prises, ça améliore de plus en plus les qualités de ce qui est à savoir quand même que l'Égypte possède les plus belles plages au monde, peut-être. Oui. Et l'infrastructure, elle était aussi travaillée et réhabilitée. Très bien. Je vais passer à un autre sujet, c'est concernant une rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi qui a examiné la position exécutive d'un certain nombre de projets du ministère des Transports au niveau de la République. Et il s'agit d'une réunion hier avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre des Transports Kamel El-Wazir. Salih Ahmed Yarachoucha nous donne les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné dimanche un certain nombre de projets du ministère des Transports au niveau de la République lors de son entretien avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre des Transports Kamel El-Wazir. Kamel El-Wazir a passé en revue le développement du poste de direction du projet du train électrique à grande vitesse qui reliera les villes d'Al Ain el-Soukhna et d'Al Alamein, s'étendant jusqu'à Marsa Matrouh en passant par la nouvelle capitale administrative et le Caire. Le ministre des Transports a également passé en revue les efforts du ministère pour développer et entretenir intégralement la rocade entourant le Caire, ce qui comprend l'augmentation de son efficacité et son extension pour atteindre 8 voies de circulation dans chaque direction, ainsi que le développement de toutes les entrées et sorties, ainsi que les voies et les stations de bus de fréquence qui circuleront sur la rocade au sein du système de transport intelligent intégré et qui sera mis en œuvre sur les autoroutes, ce qui permettra de réaliser un saut qualificatif dans les transports et mettre fin à l'embouteillage causé par la propagation de stationnements aléatoires. De même, M. El-Wazir a passé en revue les nouveaux axes intégrés sur le Nil pour relier les deux rives au niveau de la République. Il a dirigé que le nouveau système d'axes sur le Nil soit intégré et ne se limite pas seulement à la connectivité et au transport, mais plutôt comme artère de développement et de vie pour tous les citoyens des deux rives de la vallée du Nil, visant à faciliter le trafic quotidien intense. Le ministre des Transports a de même présenté les nouveautés des travaux de développement et d'amélioration de l'efficacité des systèmes de la première ligne du métro et les mesures actuellement prises pour moderniser les systèmes administratifs et d'exploitation du réseau ferroviaire, y compris les projets d'infrastructure selon les derniers systèmes internationaux, ce qui garantit le maintien des normes de sûreté et de sécurité.
Le chef de l'État a également dirigé l'utilisation optimale des actifs et des terrains de l'autorité des transports publics au Caire, mettant en considération que le secteur de transport constitue l'un des piliers les plus importants du développement global et durable, représentant un élément essentiel dans la vie quotidienne des citoyens. Monsieur Amr Zouhiri, je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. Comment vous trouvez ce domaine des transports et des routes en Égypte actuellement? Je pense que cette réunion a été un suivi très important dans la continuation de ces travaux qui sont nécessaires pour remettre le pays dans la voie des pays développés et dans la bonne voie, parce que un réseau de transport efficace, cela veut dire un gain de temps et également plus de sécurité pour l'ensemble de la population sur la route. Donc cela est très important à réaliser et cela a été un retard qu'on pourrait malheureusement remettre sur les anciens. C'est un travail qui aurait dû être fait depuis quelques temps, depuis quelques années, et maintenant il faut le faire avec une population de plus en plus élevée. Oui, élevée dans les grandes villes, notamment au Caire et à Alexandrie. C'est obligé de prendre ce réseau avec une efficacité réel, et cela est quelque chose d'indispensable au développement du pays. Cette démarche de créer de nouveaux réseaux routiers, de nouveaux moyens de transport, qui servent à... Ouais. Également, ça va en parallèle. Récemment, il y a eu un accord signé pour la réalisation d'une voiture, d'un pick-up avec les Émiratis, pick-up moitié avec le gaz naturel, et ça pourrait fonctionner également avec l'essence. Donc, et à tous les niveaux, je pense, et également avec les grandes marques étrangères qui fabriquent leurs voitures en Égypte. Cela, c'est quelque chose de très réussi et très important. Et également, je demande, si vous voulez, de l'ensemble de la population égyptienne de soutenir cela en essayant d'acheter le plus possible de ce genre de voitures. Oui. On vient de lancer avec une sorte de participation de l'Égypte dans la réalisation de ces voitures. Ce que je voulais dire, c'est qu'on vient de lancer la production d'une voiture électrique à 100% égyptienne qui sera fabriquée ici avec comment on dit, l'expertise chinoise. Et on va produire, donc je ne sais pas combien. C'est un renouvellement d'une invitation plus vaste pour aider à la réussite de ce projet, avec, espérant un jour ou l'autre, une réalisation à 100% égyptienne. Oui. Et si jamais on tient bon et on continue à produire et avec beaucoup de discipline, on arrivera un jour ou l'autre à réaliser. Très bien. L'Égypte se dirige de plus en plus vers soit les moyens de transport ou bien en général vers l'énergie verte. Oui, dans les moyens de transport, comme vous voyez, c'est ce pas en Égypte. Ce pas est important, est très important de passer vers le gaz naturel d'abord, et puis les voitures électriques. Mais il reste toujours le problème des bornes électriques, comment charger et recharger, l'histoire des batteries, etc. Donc ça va prendre plus de temps. Mais en attendant la résolution de ce problème, il faut prendre des pas pour aller à l'avant, à produire des voitures écologiques qui ne consomment pas beaucoup d'essence et de gasoil, avec un minimum donc de consommation
de tout ce qui nuit à l'environnement. Oui, tout ce qui est polluant. Oui. Bon, je vais passer à un autre sujet. C'est concernant une célébration par les musulmans aujourd'hui du Nouvel An Hégire. Il s'agit du premier jour de l'année dans le calendrier musulman. Le ministre des Waqf, Mohamed Mukhtar Goma, a déclaré hier que son ministère s'était focalisé sur le renouvellement du discours religieux et la diffusion de la pensée modérée sous les directives du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi. Salih Hamed et Yarachoucha nous donnent les détails. Le Nouvel An Hégire. Les musulmans à travers le monde célèbrent ce lundi le Nouvel An de l'Hégire. Il s'agit du premier jour de l'année dans le calendrier musulman. Mais à quoi correspond cette date et comment fête-t-on cet événement dans le monde musulman? Le Nouvel An musulman est une commémoration annuelle de l'Hégire, en arabe al-Hijra, qui signifie émigration ou exil. Il célèbre à cet effet l'émigration du prophète Mohammed en 622 de la Mecque vers la ville de Yathrib, connue aujourd'hui sous le nom de Médine. C'est dans cette cité qu'il fondera avec ses compagnons une communauté qui fut réunie autour d'une même croyance. Dans le calendrier musulman ou hégirien, le Nouvel An correspond au premier du mois Muharram. Contrairement au calendrier solaire grégorien utilisé en Occident depuis 1582, le calendrier hégirien se base sur des mois lunaires. Il y en a 12 mois d'une durée de 29 à 30 jours. Chaque mois débute au premier croissant d'une nouvelle lune. Le calendrier ne comporte ainsi que 354 ou 355 jours. C'est ce qui explique que les dates du Nouvel An, du Ramadan et de Eid al-Adha soient décalées chaque année de 10 ou 11 jours. À noter que cette année, les musulmans célèbrent l'année 1443. Comme pour la nouvelle année grégorienne, le Nouvel An Hégire est férié dans les pays musulmans. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que le jeudi 12 août sera un congé payé pour le secteur privé pour commémorer le Nouvel An de l'Hégire. Le ministre des Waqf, Mohamed Mukhtar Goma, a déclaré dimanche que son ministère s'était focalisé sur le renouvellement du discours religieux et la diffusion de la pensée modérée sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Il a aussi évoqué les rencontres et les conférences internationales organisées par le Conseil supérieur des affaires islamiques, ainsi que la participation de l'Égypte à des événements à l'étranger. Il a souligné que 9 conférences et 6 concours internationaux ont été organisés pour renforcer le rôle pionnier de l'Égypte dans la diffusion du discours religieux modéré. Monsieur Amr Zoheri, déjà bonne année de l'Hégire. L'une des choses les plus importantes dans ce reportage, c'est la déclaration de la part du ministre des Waqf qui a dit que nous travaillons pour le renouvellement du discours religieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire déjà, je profite de l'occasion pour souhaiter à tous nos chers téléspectateurs de l'ensemble un nouvel an Hégire, Ouais. un joyeux nouvel an Hégire. Et je pense que le renouvellement du discours religieux au niveau de l'islam est absolument très important, notamment après ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, depuis précisément l'entrée des soviétiques en Afghanistan et puis le profit de cette occasion de plusieurs forces pour encourager le discours d'intolérance qui est introduit dans l'islam et qui n'aurait pas dû être ou il n'a pas lieu. Ça n'a rien à voir avec l'islam déjà. Qui n'a rien à voir avec l'islam. C'est un discours politique qui a été utilisé pour des fins politiques. Et puis la même chose s'est répétée au niveau de ce qui a été dans le monde arabe, soit au niveau de ISIS ou Daesh. Donc tout cela était pour des fins politiques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et
ce qui donne une image très négative de l'islam, à l'encontre de ce qui est vraiment d'une religion de tolérance, d'une religion qui a aboli l'esclavage, une religion qui a donné plus de droits aux femmes. Qui accepte l'autre. Oui, qui n'a rien à voir avec ce qui a donné plein de droits aux femmes en comparaison de ce qui était la société donc, à cette époque. Donc cela, c'est très important de mettre tout dans le contexte historique de ce qui a été. C'est d'ailleurs ce qui... Oui, malheureusement, c'est pas dans l'islam d'avoir un guide suprême ou quelqu'un ou une entité qui dicte et les autres le suivent sans... c'est pas ancré dans l'islam. Et qui incite à la violence. Une violence. Et de plus, oui, l'islam incite les individus à comprendre ce qui est écrit dans le livre, à méditer, à être bien dans la société, à aider son prochain. Et l'islam a le privilège d'avoir le contenu du christianisme et du judaïsme en tant que religion monothéiste dans le Coran même. L'ensemble de ce qui est l'essentiel de ces deux religions, entre autres, parce qu'il y a d'autres histoires et d'autres choses racontées dans le Coran, qui prônent un discours de tolérance, d'amour et de tout ce qui est beau dans la vie. C'est vrai. C'est d'ailleurs ce qu'il faut mentionner que le président de la République n'a pas arrêté de réclamer, d'appeler à remettre les choses à leur place, à renouveler ce discours initiatique initial de l'islam pour le mettre en avant, au lieu de ce qui est malheureusement mis en exergue récemment. Surtout par les frères musulmans, par les salafistes, etc. Les salafistes, etc. Et puis les attentats qui n'ont aucun sens dans le monde entier, à part de terroriser le monde sans les innocents. C'est inutile et ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc il pourrait se nommer à n'importe quoi d'autre, mais mettre l'islam dans ce discours de haine, c'est absolument absurde. Loin de la réalité ou bien de la vérité. Bon, on passe à notre dernier sujet, c'est concernant un message qui a été adressé par le président Abdel Fattah el-Sisi au peuple libanais frère, signalant que le Liban est un phare de la culture, d'art et de la pensée, ainsi qu'un affluent de la créativité arabe. Il est capable, avec la détermination de ses fils, de dépasser toute crise et de revenir à nouveau pour être aussi prospère et unique comme nous aimerons le voir. Ce message du président de la République a eu lieu lors de sa participation par visioconférence à la 3e conférence de soutien au peuple libanais. Regardons ce reportage signé Salih Ahmed et Yara Choucha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé depuis quelques jours par visioconférence à la 3e conférence internationale de soutien au peuple libanais organisée par la France et les Nations Unies pour la participation d'un groupe de chefs d'État et de gouvernement. Cette conférence est tenue dans le but de poursuivre les efforts internationaux conjoints afin d'aider le peuple libanais frère à surmonter tous les défis auxquels il est confronté, pesant désormais sur tous les aspects de la vie. Lors de son discours, le président a envoyé un message au peuple libanais signalant que le Liban, qui a toujours été un phare de la culture, de l'art et de la pensée, ainsi qu'un important affluent de la créativité arabe, est encore capable de la détermination de ses fils à dépasser cette crise et redevenir prospère et unique comme nous aimons le voir, soulignant que les mains de l'Égypte sont tendues à la communauté internationale pour aider et exploiter toutes les capacités afin de soutenir le Liban et construire un avenir meilleur pour son peuple. Le président Al-Sisi a également évoqué les efforts déployés par l'Égypte depuis l'accident du port de Beyrouth l'année dernière afin de fournir les biens stratégiques et un soutien aux infrastructures de l'État libanais pour réhabiliter les bâtiments
endommagées, dont la dernière en date est l'arrivée d'un navire de guerre égyptien à Beyrouth le mois dernier, transportant plus de 300 tonnes de besoins au Liban. Cela a eu lieu en intégration avec les efforts de l'hôpital de campagne égyptien à Beyrouth, qui fournit des services médicaux quotidiens aux Libanais, en plus de la fourniture de quantités de médicaments pour traiter le Covid-19 dans le cadre d'aider le Liban à faire face aux conséquences de cette pandémie mondiale. Sisi a également souligné que la crise économique au Liban est étroitement liée à la crise politique déclenchée depuis 2019, ce qui empêche la réalisation des aspirations du peuple libanais frère. Le Liban risque d'entrer dans un tunnel sombre et peu rentable dont le peuple libanais en supportera les conséquences, ce qui oblige toutes les parties à assumer le niveau de responsabilité. Monsieur le Président a remercié son homologue français Emmanuel Macron et le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres d'avoir convoqué cette importante conférence, exprimant l'aspiration de l'Égypte à contribuer à alléger les pressions qui pèsent sur le peuple libanais frère. Monsieur Amr Souhairi, je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. Expliquez-nous la situation au Liban. Actuellement, la situation au Liban est très difficile parce qu'il y a eu déjà une crise politique avant l'explosion qu'il y a eu à Beyrouth, oui. Beyrouth, au port. Et puis, il y a eu un blocage au niveau des échecs pour constituer un gouvernement avec M. Mustafa Adib et puis M. Hariri. Récemment, M. Naguib Mikati a pris ses responsabilités en donnant un délai d'1 mois pour former un nouveau gouvernement. Et le problème que, bien sûr, l'explosion elle est catastrophique et toutes nos condoléances pour l'ensemble du peuple libanais qu'on le considère plus que des frères, c'est des frères jumeaux, on peut dire. C'est des gens très cultivés, très humains, avec un apport dans leur culture arabe. Une contribution contribution avec Fayrouz, Wadi al-Safi. Une contribution surtout sur le plan culturel et artistique. Donc il y a les Rahban, il y a tout cela. Il y a donc c'est pour cela le président également a mentionné que le pont soit aérien ou maritime, ils sont toujours en cours depuis cette catastrophe. Et ça continue. Donc ce qui était dit dans le reportage, c'est ce qui a été fait en dernier. Mais cet apport des navires de guerre égyptiens ou de navires ça n'a pas cessé et ça ne va pas cesser à l'avenir. Actuellement, donc, il y a certainement une sorte de manque de crédibilité au niveau de la classe politique libanaise. Mais cela ne devrait pas empêcher on ne va pas passer vers un saut pour l'avant, non, mais il faut faire les choses correctement, pas à pas. Et ce qui a été fait depuis 1 an, la France a appelé une conférence l'année dernière, quelques jours après l'explosion. Oui. Et ce qui était très bien, c'est qu'il y avait un suivi dans le mois de décembre pour maintenir donc tous les aides pour maintenir la réalisation de ce qui a été promis. Donc actuellement, ce qui ressort de cette 3e conférence qui a eu lieu il y a quelques jours, que ce qui a été promis il y a 1 an au niveau de l'ensemble de la communauté internationale a été réalisé. Ça va continuer. Par exemple, la France, M. Macron a promis 100 millions d'euros sur 1 an.
et 500 000 doses de vaccins avant la fin du mois, par exemple. Mais en ensemble, les Nations Unies et le Fonds monétaire international considèrent que le manque à avoir pour réaliser quelques réhabilitations et remettre le port tel qu'il était avant, ça demanderait dans les 300-400 millions d'euros pour cette année, etc. Mais donc il y a cela qui continue, donc et avec un soutien avec un vrai soutien international pour le peuple libanais. Malheureusement, des fois, au Liban, les différences, pas les différences, les appartenances sectaires jouent un rôle au niveau de la divise ou de partage des portefeuilles au niveau des portefeuilles ministériels, etc. Donc c'est là qui bloque. D'un autre côté, il n'y a pas de crédibilité pour l'ensemble, si on peut se permettre cela, de l'ensemble de la classe politique libanaise, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas le besoin de première nécessité, il y a un manque d'électricité des fois, d'essence, etc. Et il y a hyperinflation, il y a une récession, et les choses s'aggravent. Et le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, je ne me souviens plus exactement, précisément, excusez-moi pour cela, il précise que c'est la pire la crise qu'il y a eu dans le monde, ou un des plus mauvaises situations économiques dans l'ensemble du monde depuis le 19e siècle. Ah bon. Donc oui, et ce qui a été sanitaire, éducatif, etc. l'année dernière, aujourd'hui il y a des problèmes au niveau de l'alimentation pour la population libanaise. Donc cela demande un soutien, un vrai soutien de l'ensemble de la communauté internationale. Oui, des amis du Liban, et ils sont nombreux. Nous, on se considère un pays de deux. Et il faut avoir de la persistance. Heureusement, par exemple, à titre d'exemple, il y a les ONG libanaises qui font un travail remarquable. Par exemple, j'ai vu un reportage à la télé qui a dit que c'est grâce aux volontaires, et ils ont, pour la réhabilitation et l'adaptation d'un quartier de Beyrouth, ils ont pu économiser 5 millions de dollars de main-d'œuvre. Donc cela devrait continuer, et avec un apport, tout apport possible de tout pays arabe ou frère pour le Liban. Et d'un autre côté, il y a bien sûr le dossier au niveau de ce qui devrait être sujet d'investigation et oui, d'investigation. Concernant l'explosion. Et un procès. Il y aurait un procès, donc M. Bitar, mais le procureur, je pense qu'il est en charge de ce dossier. Il y a malheureusement beaucoup de points d'interrogation, comme d'habitude au Liban, je ne sais pas pourquoi, par exemple au niveau de la demande des images satellites. Il y a ce qui était avant, il y a ce qui était après, mais ce qui est au moment de l'explosion, il n'y en a pas, comme par exemple ce qui a été au niveau de quand le navire israélien a versé et a pollué les rivages du Liban, la même chose au niveau de l'assassinat du martyr M. Hariri. Et c'est la même chose, c'est toujours, il n'y a pas ce niveau. Donc il y a des lacunes, et ce qui devrait être, c'est la demande des Libanais, c'est pas de nous, il n'y aurait pas d'immunité pour être questionné Avant de terminer notre émission, une petite question, c'est concernant est-ce que cette conférence, ou bien visioconférence, va donner ses fruits, vraiment? Oui, s'il y aurait des suivis.
s'il y aurait des suivis et comme il fonctionne actuellement avec une conférence principale et un suivi au milieu de l'année. Le suivi de l'année dernière, c'était en mois de décembre. Et ce qui a pu, heureusement, fort heureusement, pousser l'ensemble des pays qui se sont engagés à aider le Liban, il a le faire avec les chiffres. Donc l'ensemble de ce qui a été demandé a été fourni au Liban. Je vous remercie beaucoup, M. Amr Zoheri. Je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste pour toutes ces informations et explications. Chers téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se donne un rendez-vous demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct. Au revoir.